Août 2016. Après presque 7 ans de relations tumultueuses avec son label Def Jam, l'artiste Frank Ocean vient de réaliser le plus grand braquage de l'industrie musicale. That man figured out how to finesse the record industry, and people don't talk about that. It took that man 2 years to do that shit. He literally figured out how to get 20 million. Do you know how embarrassed the record industry was? Plus de 20 millions de dollars. C'est le prix exorbitant que Frank fait payer à son label pour l'injustice qu'ils lui ont fait subir à ses débuts. Une vengeance audacieuse menée à bien en solo et entièrement dans les règles de l'art, alors que Def Jam ne comprend la supercherie qu'une fois devant le fait accompli. L'événement est historique puisque c'est la première fois qu'un artiste inflige un tel revers à un géant de l'industrie. Un coup dur d'autant plus rageant pour le label quand on sait qu'un an auparavant, Frank Ocean s'est même offert le luxe de donner publiquement un indice de taille sur ses intentions. Mais avant d'être une histoire d'argent, cette histoire est avant tout celle d'un jeune artiste plein d'ambition qui a bien failli se faire broyer par la machine infernale qu'est l'industrie du disque et dont le profond désir d'indépendance l'a finalement poussé à prendre Def Jam à son propre jeu. Comment Frank Ocean a-t-il pigeonné son label pour s'en libérer tout en raflant une mise de plus de 20 millions de dollars? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes au début de l'année 2009. Ça fait maintenant plus de 2 ans que Christopher Bro, alors âgé de 21 ans, s'est installé à Los Angeles dans l'espoir de faire carrière dans la musique. À ce moment-là, il gagne sa vie en écrivant des chansons pour d'autres artistes sous le pseudonyme de Lonnie Bro, et au cours de cette même année, il est repéré par le producteur à succès Tricky Stewart, qui, entre autres choses, a récemment collaboré avec Rihanna, Mariah Carey ou Beyoncé pour ne citer qu'elle. Durant cette période, il se trouve que Tricky est affilié à Def Jam, un gros label américain appartenant à Universal, et comme pour lui Lonnie est un giga crack, il s'arrange pour le faire signer chez eux fin 2009. Un cap important puisqu'avec l'appui d'une maison de disques de cette envergure, le décollage de la carrière de Lonnie Bro semble imminent. Sauf que, malgré toutes ses bonnes intentions et surtout la propagande de Tricky Stewart à son sujet, il se retrouve très vite dans une impasse car les cadres du label ne montrent absolument aucun intérêt pour lui. Pendant plus d'1 an, à chaque fois que Def Jam est sollicité pour l'accompagner dans la création de son premier projet, la réponse est claire, nette et précise. Non. Une situation très difficile que Lonnie vit comme une véritable injustice, et pour se sortir du bourbier dans lequel il n'a pas d'autre choix que de se débrouiller seul. Du coup, au cours de l'année 2010, il décide de charbonner sur sa musique dans son coin, finance toute sa poche et change même de blase, en partie pour ne pas se faire cramer par le label et éviter qu'il lui mette des bâtons dans les roues. Lonnie Bro devient donc Frank Ocean. Et le 16 février 2011, sans aucune promo au préalable, il sort gratuitement sur son blog sa première mixtape, Nostalgia Ultra. Alors oui, en sachant qu'il est signé chez Def Jam, on est très loin du lancement qui vend du rêve auquel on aurait pu s'attendre. Et pourtant, ça n'empêche pas le projet de cartonner de fou, notamment grâce à des titres comme Novocaine, Swim Good ou We'll Try. En l'espace de quelques semaines, Frank devient le nouveau chouchou de l'industrie musicale. Nostalgia Ultra est validé publiquement par des poids lourds comme Kanye West, Diddy, Lil Wayne ou Nas. Un tas de labels entrent en contact avec lui pour le signer. Et le pire, c'est que chez Def Jam, ils l'ont tellement négligé ces derniers mois qu'ils vont mettre plusieurs semaines à capter que la nouvelle pépite que tout le monde s'arrache est en réalité déjà sous contrat chez eux et qu'il a simplement changé de nom de scène. Après ça, forcément, ils vont essayer de se rattraper comme ils peuvent. Frank, we are very désolé, oublions ça. Let's work together and make ourselves some couilles en or. Mais malheureusement, il est déjà trop tard, le mal est fait, et par la suite quand il traitera avec le label, Frank Ocean gardera toujours à l'esprit qu'initialement, il n'en avait strictement rien à faire de lui. Grâce au succès de Nostalgia Ultra, le statut de Frank Ocean dans le milieu de la musique change du tout au tout. Et l'exemple qui illustre le mieux cette transformation radicale, c'est qu'au cours des mois qui suivent la sortie du projet, Kanye West, Jay-Z, mais aussi Beyoncé, le sollicitent et insistent pour collaborer avec lui sur leurs albums respectifs. Autrement dit, il intègre direct les Avengers. Et comme contractuellement, Frank est toujours signé chez Def Jam, cette fois-ci c'est le label qui lui propose de l'accompagner et de financer son premier album. Une offre qu'il est prêt à accepter à 2 conditions, une liberté créative totale ainsi qu'une avance d'1 million de dollars.
chose que Def Jam lui accorde sans broncher, car désormais ils savent pertinemment que le retour sur investissement en vaudra très certainement la peine. Puis lorsque le 10 juillet 2012, Frank Ocean sort son premier album Channel Orange, le pari se révèle plus que gagnant. Dès la première semaine, le projet qui comporte les titres Thinking About You, Pyramids et Lost s'empare de la 2e place du top album aux États-Unis. Channel Orange est acclamé à la fois par le public et la critique et remportera même un Grammy Award. Sur le plan commercial, au total, l'album s'écoulera à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Une perf royale pour Frank qui confirme tout son potentiel. Et pourtant, malgré cette folle réussite et tous les éloges qu'il reçoit, quelque chose le chiffonne. Dans le cadre de son deal avec Def Jam, l'argent généré par sa musique est réparti de la manière suivante. Frank Ocean perçoit 14% des recettes et le label quant à lui récupère les 86% restants. Mais attends. On appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Donc ça, en plus de la manière dont Def Jam l'a traité au départ, Frank il a qu'une envie, c'est de leur dire bye bye. Sauf que, malheureusement pour lui, il est coincé, puisque son contrat stipule qu'il doit encore sortir un album avec eux. Et alors que la plupart auraient pris leur mal en patience, lui va se donner le temps qu'il faut pour établir un plan et tenter de réaliser le casse du siècle. On se retrouve à l'été 2016, ça fait plus de 3 ans que Frank Ocean a volontairement disparu des radars, et pourtant ces derniers temps, les spéculations autour de la sortie imminente d'un nouveau projet très attendu se multiplient. Donc lorsque le 19 août, Frank Ocean sort Endless, la hype est à son maximum. Un engouement qui très vite laisse place à la confusion, car il ne s'agit pas d'un album comme les autres. Endless est ce qu'on appelle un album visuel. Une sorte de film de 45 minutes dans lequel on voit Frank construire un escalier sur une bande-son composée par ses soins. Autant dire que financièrement, c'est clairement pas le genre de projet qui rapporte, d'autant plus qu'il est disponible exclusivement sur Apple Music. Mais le plus important, c'est qu'avec Endless, Frank Ocean vient d'honorer son contrat chez Def Jam. Il est donc désormais officiellement libre, et même si en amont, le label avait approuvé cette histoire d'album visuel, ce qu'ils ignoraient à ce moment-là, c'est que Frank leur réserve encore une surprise de taille. Le 20 août 2016, soit moins de 24 heures après la sortie d'Endless, Frank Ocean sort sur son propre label indépendant son véritable 2e album, Blonde. Autrement dit, il vient de refourguer à Def Jam une sorte de pub Leroy Merlin un peu stylé pour se débarrasser d'eux, et derrière s'en mettre plein les poches avec le vrai projet. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Un giga coup de maître, car cette fois-ci, au lieu des 14% qu'il percevait chez Def Jam, c'est dorénavant 70% des recettes qui vont directement dans sa poche, et c'est pas tout. Il se trouve que de son côté, Frank a également négocié un accord pour qu'à sa sortie, Blonde soit disponible exclusivement sur Apple Music pendant les 3 premières semaines, un deal dont le montant exact n'a jamais été confirmé publiquement par les deux parties, mais pour lequel le consensus raconte que Frank Ocean aura empoché près de 20 millions de dollars, et comme une nouvelle fois, l'album rencontre un succès critique et commercial monstrueux, on estime qu'à ce jour, avec plus d'1,5 million de ventes à travers le monde, Blonde aurait rapporté à Frank entre 7 et 11 millions de dollars supplémentaires. D'ailleurs, depuis ces événements, selon la légende, certains fans rapportent qu'il l'aurait croisé à bord de sa voiture en train de méditer sur sa nouvelle question préférée. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi YNW Melly risque actuellement la peine de mort, ou celle-ci qui explique comment le festival Astroworld 2021 a viré au cauchemar.